va le faire à deux voix et je voudrais dire tout de suite que bon, on se connaît avec Pierre depuis très longtemps puisque nous sommes cousins de frontière. Hein. Il est à la périphérie d'Amiens et je suis à la périphérie de Bruxelles, donc nous sommes de vieux anciens complices et c'est donc bien évidemment très courtoisement que nous allons gagner. Dans ce que vient de dire Christine, vous avez tous entendu vieux complices. Etc. Et donc, nous sommes là pour vous parler de la pédagogie de découverte. Alors, on pourrait se poser la question, et pourquoi finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'est posé cette question? Alors, moi, j'ai cherché sur les sites de la CLS. J'ai aussi regardé le PSC, puisque c'était notre deal, et que nous devions en même temps regarder ce qui se faisait au niveau de la CLS et du PSC, et j'ai mis en bleu ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il faut savoir pour faire face à toutes les situations d'urgence en cardiologie en seulement 2 jours de stage. Je me disais, ouais, c'est fort. Et il y avait quand même écrit, ici, pas de blabla, et une certaine idée de l'efficacité, et je me disais que c'était fort aussi. Le PSC1, cette formation est suffisante pour intervenir dans la plupart des situations d'urgence, c'est sur un site qui fait... très très national d'ailleurs, qui fait de la publicité pour le PSC1, et je me disais, waouh, le PSC1, on peut intervenir dans la plupart des situations d'urgence. Et enfin, ATLS, cette formation s'adresse aux soignants, quels qu'ils soient, et comme tu l'as dit Pierre, c'est identique dans tous les endroits du monde, mais je pense qu'au niveau des algorithmes, on ne reviendra pas sur la didactique, sur le contenu, on va plutôt s'intéresser, nous, si vous en êtes d'accord, à la forme. Et alors, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on s'est posé des questions? Tout ça, je ne vous le lirai pas, c'est une partie de toutes les publications internationales sur la rétention à terme d'une formation au niveau de la CLS ou du PHTLS. Il y a eu 2 publications en France concernant le PSC. Il y a eu la thèse de Colette Mété à Bobigny en 2002 qui avait évalué la rétention juste après la formation de secouristes formés de plusieurs associations, y compris d'ailleurs, soyons humbles, par les CESU, et qui montrait qu'à l'issue de cette formation, il y avait seuls 53% des gens qui savaient faire quelque chose face à 2 situations concrètes, et on était bien là dans des connaissances qui sont, pour reprendre la terminologie de M. Tardif et de la psychologie cognitive, procédurales. Et quant à nous, nous avions fait une thèse sur le sujet également, et on arrivait au même point. Alors je me suis dit, mais tout ça c'est vieux, on en est où maintenant? Les 2 dernières, l'une qui m'ont intéressé, sont ces 2 dernières publications qui sont parues dans Resuscitation pour les 2. La première, c'est les performances de la CLS se dégradent plus vite que celles de la BLS. C'est intéressant, il faudrait savoir pourquoi. Dans la publication en question, ce qu'ils disent, bon, vous voyez, ça se dégrade même bien. Au bout de 12 mois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils terminent en disant « ces résultats concordent avec ceux déjà obtenus depuis plus de 10 ans ». Donc on se dit, donc il y a quand même un problème quelque part. La deuxième, c'est intéressant par rapport à la simulation, celle-ci, parce que vous voyez, il y a eu des comparaisons de cohortes entre des étudiants qui avaient appris avec un mannequin haute fidélité versus un mannequin basse fidélité, des méthodes plus traditionnelles, toujours en utilisant des méthodes plus démonstratives, comme vous venez de nous le dire. Et bien au bout d'1 an, c'est les mêmes performances, sauf que sur le mannequin à haute fidélité, on est plus content quand même. Mais en termes finalement de performance, ça revient au même. Donc on a un souci, et c'est parce qu'on a ce souci que nous nous sommes posé la question de qu'est-ce qui fait que finalement on a cette difficulté de rétention à terme. Et donc, et finalement, alors nous aussi on a fait un petit article dans Resuscitation sur ce sujet. Finalement, quand on reprend la terminologie, apprendre c'est quoi? Apprendre c'est modifier durablement son comportement, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas pour pouvoir à la fin de 12 heures, de 14 heures, faire quelque chose, mais bien apprendre c'est modifier durablement nos schémas opératoires, allons-y. Et si on essayait d'autres méthodes, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la publication de 2008, ce qui est écrit clairement, c'est il faut vraisemblablement revoir nos méthodes éducatives. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question de la pédagogie de découverte. Parce que, en fait, fondamentalement, dans nos métiers, dans les métiers de l'urgence, on n'agit pas dans une situation qui est standardisable. On agit toujours dans une situation qui est unique et qui est toujours une situation d'incertitude. Une étude récente sur la prise de pouls montre que lorsque on n'est pas médecin et qu'on prend le pouls,
on se trompe au bout de 45 secondes de prise de pouls dans 35% des cas. Et quand on est médecin, dans 28% des cas. Donc quand on intègre la prise de pouls dans un algorithme, on sait que cet algorithme ne peut pas mécaniquement marcher. On est dans une situation d'incertitude. D'autre part, dans les métiers de la santé, il y a une forte implication émotionnelle. Et cette forte implication émotionnelle, elle détermine l'usage que nous faisons de nos connaissances. Si vous êtes en situation d'émotion plutôt positivement parce que vous avez réussi à sauver quelqu'un, tous les éléments qui vont être de la prise en charge de la situation, globaux, comme vous l'avez dit, en équipe, vont être intégrés. En revanche, si vous avez vécu une mauvaise expérience, vous avez beau avoir parfaitement bien intégré l'algorithme, vous avez au niveau limbique, c'est les neurosciences qui nous le disent, pas de transfert entre l'amygdale et donc pas de rétention à long terme. En plus, on est face à des urgences décisionnelles sur des situations d'incertitude et donc sur des chemins qui ne sont pas prédéterminés. Parce que la réaction précédente, alors c'est vrai que vous nous avez fait retourner au A après avoir passé au B, puis retourner au A s'il y avait un problématique, mais cette urgence décisionnelle, elle doit être intégrée dès le départ, dans le comportement immédiatement. Et puis l'interaction en équipe, c'est systématisé, c'est aussi conscientisé. C'est-à-dire que lorsque chacun d'entre nous a participé à la démarche d'élaboration de l'action, eh bien oui, c'est une évidence qu'elle sera en interaction. On a tous des connaissances antérieures, on sait qu'on les a depuis très petit d'ailleurs. On a aussi ce qu'on appelle des représentations. Et les représentations, c'est ce savoir commun qui est à la fois un savoir scientifique et le savoir commun, qui fait que dans nos représentations, eh bien, quand on dit qu'on a pris un médicament toxique, il y en a une partie qui disent qu'il faut boire du lait. Parce que la représentation, c'est le lait, et qu'aller chercher le lait. Que quand on dit que ça saigne, on dit qu'il faut mettre la plaie sous l'eau, parce que laver le sang dans nos campagnes, enfin parce qu'on a quelque chose de représentation avec le sang, et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, si on ne veut pas que nos apprenants fassent le téflon dont a parlé M. Tardif, il va falloir qu'on tienne compte de ses connaissances antérieures et de ses représentations, et donc partir de l'apprenant pour faire en sorte que justement, ce que nous sommes en train de travailler ensemble s'intègre dans chacun des cerveaux de ceux à qui on s'adresse. Et enfin, en santé, on a pu montrer que les méconnaissances étaient très puissantes, très ancrées. En sciences en général, et c'était Bachelard qui disait en 1937, je crois, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai mon maître dans la salle, qui disait qu'il fallait déconstruire pour reconstruire. Nos méconnaissances en santé sont ancrées. Pourquoi? Parce qu'entre autres, pour part d'entre elles, elles ont été acquises dans des contextes qui sont particulièrement émotifs et qui font que ça augmente la mémorisation. Et lorsque Cousinet disait que les choses, ce n'est pas parce qu'elles sont enseignées qu'elles sont apprises, il fait référence à toutes ces fois où vous avez donné la bonne réponse parce que vous l'aviez apprise, mais en aucun cas vous n'avez été convaincu par la réponse. Vous l'avez été parce que vous avez donné cette bonne réponse parce que vous aviez envie de faire plaisir au prof, envie d'avoir une bonne note, envie de faire ce qui est recommandé, envie de faire ce qui est acceptable socialement. Ce n'est pas pour autant que le jour où vous serez émotionnellement confronté à une situation d'urgence, vous allez faire ce transfert. Alors que fait la psychologie cognitive? Que fait le socioconstructivisme? Cette première partie qui nous avait été présentée, d'abord c'est un modèle récent. Je vous rappelle que le behaviorisme, je ne vais pas remonter jusqu'à Pavlov, mais ça fait 50 ans que c'est le modèle dominant. Et ce modèle dominant ne parvient pas à améliorer la survie et surtout ne parvient pas à améliorer le comportement de nos concitoyens. Alors on essaye de trouver un autre modèle. Et cet autre modèle, il change complètement. Ce n'est plus un postulat d'enseignement, ce n'est pas en perfectionnement ma capacité à être didactique, à vous proposer un schéma qui va être performant, que vous allez changer. C'est parce que vous allez changer que les choses vont changer. Mais ça, ce n'est pas moi qui le détermine. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans vos têtes. Vous êtes chacun responsable de l'enseignement, de l'apprentissage que vous allez réaliser. Et donc, le socioconstructivisme, il essaye juste de comprendre ce qui se passe en matière de traitement des informations, en matière d'organisation des représentations, en matière de décodage des langages. Quand je m'adresse à vous, j'ai un fort impact culturel
Comment on peut expliquer que l'enseignement puisse être identique dans des pays où les cultures ne sont pas pareilles, les représentations de la mort ne sont pas pareilles, les représentations de la santé ne sont pas pareilles? Et la prise de décision et la résolution de problèmes, c'est justement le cœur du constructivisme. Si je vous confronte à un problème, vous allez trouver des solutions. Ce n'est pas moi qui vais vous les donner. Et ces solutions que vous avez élaborées, vous pourrez les transférer, parce qu'elles vous appartiennent. Alors si on est très caricatural, voici ce que c'était que la pédagogie transmissive. Une situation qui est une boîte vide, et puis une situation finale, quand l'enseignant est bon, il a rempli la tête de l'élève qui sait. On part de deux hypothèses. D'abord, que l'élève au départ ne sait rien, et ensuite, que l'élève ne va rien déformer de ce qu'il a reçu. Et puis ça, c'est 50 ans de pédagogie par objectif. On n'est plus l'un en face de l'autre, on est plutôt l'un à côté des autres. C'est le modèle que nous a décrit M. Mols. Ou par étapes, en complexifiant un petit peu les choses, on va franchir des marches jusqu'à un état de connaissance finale qui serait un optimum. Le problème, vous avez tous appris à conduire un jour. On vous a appris à freiner, on vous a appris à tourner, on vous a appris à mettre vos clignotants, on vous a appris à accélérer, à débrayer. C'est compliqué le débrayage. Et pourtant, est-ce que simplement en maîtrisant ces diverses opérations qui sont de complexité croissante, je sais conduire? Regardez le nombre de personnes dans la rue qui ont leur permis depuis 30, 40 ou 50 ans et pour lesquelles on peut encore légitimement avoir des doutes. Ou 2-3 ans. Enfin. Et donc c'est pour ça qu'on change complètement la manière d'envisager l'apprentissage. On est sur un équilibre, la personne vit, on va la bousculer, la secouer, elle va bouger ses connaissances, on va les faire se remuer, et elle va parvenir à un nouveau état d'équilibre avec un petit peu de progrès dans le meilleur des cas. Oui, j'espère. Oui, simplement sur le comportementalisme et sur ce qui était décrit, en fait, on est là dans quelque chose qui est observable. Je veux dire qu'on peut se dire, parce qu'il a fait, il sait faire. Et on s'est parfaitement rendu compte que ça n'était pas parce que l'apprenant savait faire dans une situation donnée, premièrement qu'il saurait faire dans une situation différente, et deuxièmement qu'il avait bien compris ce qu'il était en train de faire. Et qu'en fait, il s'agissait d'ailleurs parfois il l'a dit, et on l'a dit encore tout à l'heure, parfois de faire plaisir, ou de savoir, ou d'être stratégique par rapport à un mode de certification. Regardez le contexte. Regardez le deuxième signe. Qu'est-ce que c'est, un B ou un 13? Hors du contexte, il est excessivement difficile de donner du sens à une information. Donc tout à l'heure, lorsque M. Tardif parlait de situation authentique, c'était justement pour qu'on parvienne à décrypter quel est le sens de la deuxième lettre. Alors ceci dit, dans le cadre de la CLS et du PSC, soyons honnêtes, il y a une contextualisation, puisqu'il y a des scénarios, et donc il y a une contextualisation. Néanmoins, sur ce sujet, la question qu'on pourrait se poser, et je ne cache pas que, grande perverse que je suis, c'est pour ça que j'ai posé la question à M. Tardif, c'est qu'on donne le cours à apprendre avant de venir. Or, actuellement, en psychologie cognitive, effectivement, on peut dire que ce n'est pas du tout parce que j'ai appris le cours par cœur, je l'ai mémorisé avant de venir, que je vais savoir faire dans le contexte. Et ce que dit la pédagogie de découverte, c'est ben, on va partir autrement. Mais encore une fois, parce que on s'est rendu compte que le résultat n'était pas forcément excellent. Alors on s'est dit, ben, on va utiliser ce que disent les sciences de l'éducation, et donc on va utiliser la résolution de problèmes. Et on va mettre l'apprenant face à un problème pour qu'il le résolve. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? C'est le moment où j'ai une discordance entre quelque chose qui m'est posé et le fait que je ne sache pas forcément le résoudre immédiatement. Et donc cette résolution de problème, elle va se faire au mieux en se confrontant à nos pairs et donc avec une dynamique de groupe dans le cadre d'animation par petits groupes. Donc la méthode de découverte, elle est bien basée sur une expérimentation finalement. Je découvre avec les autres et le problème, et donc dans le cadre de la convivialité, on est d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de jugement de valeur et qu'on est tous en train de travailler sur le même problème. Sinon que là, je vais partir du besoin des formés. Ce que nous disons quand même, c'est que pour nous,
dans le cadre de l'apprentissage de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, on a dit qu'il était, à notre avis, préférable d'avoir une pédagogie d'adaptation. Que justement, Ginette en dermato n'a pas forcément les mêmes connaissances antérieures que Germaine en cardiologie. C'est quoi ces besoins de formation? C'est quoi ces besoins de formation au niveau de l'apprentissage de la prise en charge de l'arrêt cardiaque? Et donc on va partir non seulement de ces besoins, mais on va partir également de ces connaissances antérieures. Et puis, on va résoudre ce problème ensemble, et ils vont résoudre le problème ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est cette prise de conscience de nos raisonnements justes comme de nos raisonnements faux. Et dans le cas de nos raisonnements faux, qu'est-ce qui fait qu'on a raisonné faux? Le formateur, lui, il facilite, il anime, et puis à la fin, il fait une synthèse. Et la pédagogie de découverte qui pose parfois question, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Hervé tout à l'heure au départ, c'est oui, mais pour les formateurs, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Donc clairement, c'est pas évident. Tout simplement parce que ça nous oblige, nous, formateurs, à une gymnastique constante entre les connaissances des apprenants et ce vers quoi nous voulons ensemble aller. Et ce n'est pas évident du tout, parce que quand on parle de pédagogie de découverte, je voudrais quand même qu'on soit assez clair sur ce qu'est la pédagogie de découverte. C'est pas, nous allons repeindre ensemble les murs de la salle et vous allez faire comme vous le sentez. Il y a quand même une rigueur dans le cadre de la pédagogie de découverte. Et quand on la décrit et quand on la fait, on a un problème qui est posé avec des objectifs et des contraintes. Et on ne va pas tout faire découvrir. Il est évident que demander, par exemple, sur l'arrêt cardiaque, demander « Et vous pensez qu'on masse combien pour combien, à votre avis ?» Bon, soit il l'a lu avant, il va dire 32, soit il ne l'a pas dit avant et il ne va pas le dire. Et de toute façon, il dit 32, et si on lui demande « Et vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à 32 ?» Là, ça peut être un moment un peu compliqué. Donc on ne découvre pas tout. Il est des choses que l'on apporte. La deuxième chose, et la deuxième phase, c'est la phase d'émission d'hypothèses. Et cette phase d'émission d'hypothèses, il faut entendre les hypothèses qui peuvent être justes et les hypothèses qui sont fausses. Mais quand ils sont fausses, et quand on prend en charge un arrêt cardiaque, mais qu'on aille au bout de l'erreur pour comprendre l'erreur et éventuellement éviter de la reproduire quand on a compris le pourquoi de l'erreur. Et on essaye donc nos solutions. Il est fondamental d'essayer nos solutions. Et on l'a dit aussi, l'erreur n'est pas une faute. Enfin, il faut une synthèse. La pédagogie de découverte, la dernière phase, c'est la synthèse. Et à notre avis, dans le cas de l'apprentissage, entre autres de l'arrêt cardiaque, la démonstration est une synthèse. Nous avons la synthèse par les apprenants, et ensuite on fait une démonstration experte. On reviendra sur l'idée que la démonstration experte ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'un apprentissage gestuel. Alors, moi je vais parler de sport. Et en fait, c'est en travaillant beaucoup avec les gens du sport, qu'on a tout ce qui concerne l'apprentissage moteur, et il y a eu l'apprentissage, et il y a actuellement, bien sûr, tout un courant concernant l'apprentissage par découverte en pratique sportive, et vous voyez, ça date des années, ça a commencé dans les années 60, et en 88, il y a eu cette expérience de Whiting sur un simulateur de ski. Et en fait, comme vous le voyez là, c'est le simulateur de ski, hein, on fait des virages courts, l'objectif c'était de faire des virages courts, que ça soit ample et que ça soit sans secousse. C'était ça les objectifs qui étaient donnés. D'un côté, il y avait un apprentissage guidé en expliquant ce qui devait être fait, d'accord. De l'autre côté, c'était non guidé, mais il connaissait les performances, les performances demandées. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout des 3 jours de pratique, ceux qui avaient appris par la découverte avec des performances qui étaient supérieures à ceux qui avaient appris en apprentissage guidé. Alors, il y a eu d'autres, mais beaucoup d'autres exemples. Celui-là était le plus compliqué. Il fallait déplacer des chariots à 2 mains. C'était un mouvement un peu complexe. Et il y a eu 35 essais, 3 jours. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont... alors, il ne faut pas croire, mais ils font vraiment des études. Hein. Et puis, on voit s'il y a une rétention. Et en plus, on leur fait faire un autre mouvement pour savoir s'il y a eu un transfert après. Et on les perturbe. Alors, soit on met des éclats lumineux, soit on leur parle pendant qu'ils font leur mouvement, etc. Il y a donc eu 3 groupes. Un groupe qui n'avait pas d'instruction du tout, qui était la cohorte témoin. Un qui avait une instruction générale, et je rejoins 10 000 fois ce que tu as dit, Pierre, sur la nécessité de la simplification. Donc une instruction qui était générale, avec qu'on peut appeler de découverte, et puis des instructions très très détaillées. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, hein, sur les performances attendues, on avait les gens qui avaient eu des instructions très détaillées qui étaient entre guillemets meilleures que les autres. Sauf que, dès l'instant où on commençait à demander une exécution rapide, c'était la pédagogie de découverte, l'apprentissage par découverte, qui engendrait les performances les plus importantes. Et ce qui nous intéresse, dès l'instant où il y avait une perturbation, vous savez, l'adaptation de notre pratique d'urgence, eh bien, dès l'instant où il y avait une perturbation, le contrôle du geste était plus stable pour la découverte,
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une stabilité de l'apprentissage et une adaptation aux contraintes extérieures. La deuxième chose, on a refait, alors là, c'est Monsieur Wolff, qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur l'apprentissage moteur. Il a refait le ski 10 ans plus tard. Et alors là, lui, il s'est plus intéressé justement sur faut-il découper les mouvements ou faut-il avoir une idée plus générale et simplifier les instructions qui sont données. Et il a fait donc les 22 essais pendant 90 secondes, je passe, sauf qu'encore une fois, ils ont perturbé, entre guillemets, leur cohorte. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Que ceux qui ont une instruction générale, c'est-à-dire là où il y a une simplification, où on a vraiment des instructions qui sont extrêmement généralisées, on a une performance plus importante que les instructions spécialisées. Et encore une fois, lorsqu'il y a une perturbation et qu'on a été plus général et plus simpliste, et en laissant découvrir finalement l'apprenant sa gestuelle, eh bien, encore une fois, on est plus performant. Ça a été fait aussi avec la balle de golf, je peux vous le dire avec le tennis, avec plein d'autres choses. La morale de l'histoire et des histoires, c'est que l'acquisition autonome est supérieure à l'acquisition guidée, que deuxièmement, en ce qui concerne l'acquisition guidée, il y a tout un tas de travaux qui sont faits depuis 2000, avant déjà, mais maintenant encore plus sur, et en plus, quand on fait un apprentissage guidé, si on voulait être puriste, il faut qu'on sache quel mot on emploie pour pouvoir être le plus efficace possible dans cet apprentissage-là. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien que si on commençait à détailler les mouvements, à détailler les séquences, il y avait une focalisation sur le mouvement et qu'on oubliait l'objectif général de la tâche. Et donc, ça empêche, et ils le disent clairement, et dans tous les écrits concernant l'apprentissage moteur, ça empêche l'acquisition et pour nous, important, l'adaptation. Et puis il y a d'autres réflexions en ce moment, dont on parlait tout à l'heure, qui est le savoir en action. C'est-à-dire qu'en plus, les décisions ne sont pas, et actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est fort, c'est que ça n'est pas le résultat d'une planification préalable. Au niveau de nos décisions, eh bien avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on s'est entraîné, il n'empêche qu'au moment de l'action, nos décisions elles sont construites in situ. C'est parce que je suis là, à ce moment-là, avec ce contexte-là. Ce contexte, c'est quoi? Ça va être l'âge du patient, non pas forcément, mais là, je suis en train de faire une réanimation cardiopulmonaire et il a une couche culotte, il est dans son lit médicalisé, la famille, et je vais vraisemblablement prendre des décisions en fonction d'interactions locales, d'interactions générales, en fonction concernant la médecine d'urgence de plein d'autres facteurs émotifs qui agissent sur notre cognition, qui font que je vais prendre une décision différente. Alors comment faire pour faciliter le transfert au moment des apprentissages dans le cadre de notre pratique? Il est pour nous, premièrement, important de le faire en pédagogie de découverte, et deuxièmement, se dire que ce savoir en action est en train actuellement de réfléchir. Thierry Pellaccia fait une thèse sur le savoir en action avec nos modes de réflexion actuellement, et on est à l'aube d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les socioconstructivistes n'ont jamais dit qu'il n'y a pas d'apport de connaissances à un moment donné. Ils n'ont jamais dit qu'il n'y a pas de démonstration à un moment donné. Sauf que c'est le choix du moment de la démonstration. C'est le choix du moment de l'apport théorique. Il est bien entendu que pour qu'un apprenant parvienne à l'expertise, il va devoir un certain nombre de fois répéter le geste. Les socioconstructivistes n'ont jamais dit que ça n'était pas indispensable. Donc, on ne fait pas dire aux socioconstructivistes des choses qu'ils n'ont pas dit. Hein, on n'est pas tout dans la découverte, on n'est pas tout dans une idéologie religieuse. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui sont déterminées, un certain nombre d'études qui collaborent à ça, et comme l'a dit le professeur Joucan tout à l'heure, il s'agit de rester cohérent avec les modèles qu'on se donne. Si on est dans le constructivisme, si on accepte le postulat que c'est l'apprenant qui détermine les constructions qu'il fait pour les transférer plus tard, à ce moment-là, on joue le jeu du début à la fin avec cette perspective théorique-là. Et aujourd'hui... Il n'y a plus que 2 secondes, parce que sinon, après, on va... On écarte notre temps. Oui. Bon, alors... Ah oui. Alors, simplement alors, pour finir, c'est ce qu'on disait sur l'évaluation. Ben, il y a des travaux qui sont extrêmement encourageants sur la pédagogie de découverte et qui ne sont pas faits par ceux qui l'ont préconisé. Donc vous verrez, il y a des travaux qui sont en train de sortir. J'ai mis le travail du CESU 73, non, 74. Simplement là, la carte conceptuelle, méthode démonstrative, la carte conceptuelle, méthode de découverte.
en comparaison les cohortes, et ce qui nous permet de voir quels sont les liens cognitifs qui peuvent être faits par rapport à ces deux techniques. Puis pour finir, on va finir comme ça, c'est toi Pierre, celle-là. Non, ah, voilà. Alors voilà, le pédagogue et ses apprenants. Attention au mimétisme. Merci.